Legault, du ministre de la Santé et des Services sociaux avec l'analyse. Et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, la parole est à vous. Oui, bonsoir tout le monde. Écoutez, on a beaucoup, dans les derniers jours, regardé la situation dans toutes les régions du Québec. On a, entre autres, passé quelques heures en fin de semaine avec le docteur Arruda, avec 3-4 autres médecins, avec le ministre, avec beaucoup d'experts pour d'abord essayer d'avoir une conclusion. Évidemment, il est encore un petit peu trop tôt pour avoir une conclusion complète sur la semaine de relâche, mais il semble que oui, il y a eu une augmentation du nombre de cas, mais rien de dramatique, puis évidemment annulé un peu par la vaccination qui se poursuit. Donc, je vais en profiter pour remercier les Québécois. Là, on avait vraiment une crainte sur les effets de la semaine de relâche. Puis, pour l'instant, oui, il y a une augmentation des contacts, mais qui est limitée. Par contre, là où on continue à être inquiet, c'est le variant, surtout le variant britannique. Il y a une augmentation dans plusieurs régions. Puis, les médecins de la santé publique prévoient, nous ont fait des belles projections, prévoit que d'ici la fin du mois prochain, la majorité des cas au Québec vont être des variants britanniques. Donc, ça veut dire des cas beaucoup plus contagieux. Puis on a vu ce que ça a donné ailleurs. Si vous suivez un peu, en Italie, on est en train de reconfiner. Il y a beaucoup de cas. Même chose en France, beaucoup de cas. Plus près de chez nous, à New York, beaucoup de cas. Et donc, l'arrivée de ces variants, en particulier du variant britannique, fait craindre une troisième vague. Donc, il faut rester très, très prudent. Maintenant, samedi passé, on a changé l'heure, on a avancé l'heure. Donc, ça veut dire qu'il fait clair plus tard. On a le goût d'aller se promener un petit peu plus dehors le soir. Et j'ai entendu beaucoup de Québécois dire est-ce qu'on peut pas repousser le couvre-feu? On a discuté, puis donc je vous annonce que dès demain soir, le couvre-feu dans les zones rouges va passer à 21h30, donc même heure que dans les zones oranges. Donc, ça veut dire 21h30 à grandeur du Québec. L'autre chose, bonne nouvelle pour les jeunes, dans les zones oranges, à partir du 22 mars, la santé publique accepte que les étudiants de secondaire 3, 4, 5 arrêtent de faire de l'alternance puis soient à tous les jours à l'école. On espère bientôt pouvoir l'annoncer pour les zones rouges, mais pour l'instant, c'est à partir du 22 mars pour les zones oranges. Autre bonne nouvelle, dans les zones rouges pour les artistes, à partir du 26 mars, donc du vendredi 26 mars, les salles de spectacle, incluant les théâtres, vont être ouvertes dans les zones rouges. J'ai vu là, comment c'est extraordinaire dans les zones oranges. Là, il y a certains qui vont se reconnaître, des artistes qui m'ont envoyé des photos de spectacles qui ont eu lieu dans les régions et la population est au rendez-vous. Puis on voit qu'ils ont hâte de revoir leurs artistes. Là. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Préparez-vous. Donc, 26 mars. Toujours le 26 mars, les lieux de culte. Dans les zones rouges, le nombre maximum va passer à 25. C'est pas beaucoup. Ce que je comprends, la santé publique nous dit que dans les lieux de culte, comme les églises, synagogues et autres, les gens se connaissent plus. Donc, il y a un risque plus grand de contact. C'est pour ça que le nombre est à 25, alors que dans les théâtres et dans les cinémas, c'est 250. Autre bonne nouvelle, mais pour quelques régions, 3 régions seulement, nord du Québec, Côte-Nord et Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, ces 3 régions-là vont passer au jaune. Ça veut dire concrètement qu'il n'y aura plus de couvre-feu.
deux familles vont pouvoir se rencontrer dans les maisons. Puis il va y avoir aussi plus de sport. Là. Isabelle Charret va vous expliquer, puis on va avoir un communiqué. Mais par exemple, ça va être possible d'être 12. 12, c'est comme deux équipes de hockey, ça, pour des sports de contact. Mais c'est juste dans ces 3 régions-là. Mais ça donne une idée d'où on s'en va. Là. Ce qu'on espère, évidemment, c'est que les zones rouges deviennent oranges, puis éventuellement, les oranges deviennent jaunes. Et je pense que c'est quand même encourageant de voir ça. Donc, ça s'arrête là, les changements qu'on propose. Donc, vous le voyez, on veut y aller vraiment graduellement. Je comprends qu'il y a des Québécois, après 1 an, qui sont tannés, moi le premier, mais il faut rester prudent. La dernière chose qu'on veut, c'est de reculer, comme ils sont en train de le faire en Italie, puis de recommencer à confiner les citoyens. Par ailleurs, bonne nouvelle, la vaccination va bien, bravo, belle organisation. Et d'ici la mi-avril, donc d'ici à peu près 1 mois, on pense avoir pas mal toutes vacciné les personnes de 65 ans et plus au Québec qui veulent se faire vacciner avec une première dose. Donc, ça, là, c'est une grosse nouvelle parce que ça change le portrait complètement. Je vous l'ai dit assez souvent, ce sont les personnes de 65 ans et plus qui sont les personnes vulnérables. Donc, mi-avril, tout le monde qui veut être vacciné devrait être vacciné. Et grande nouvelle, je m'avance, mais avec l'appui du ministre de la Santé, d'ici la fête nationale, donc d'ici le 24 juin, on prévoit que tous les Québécois qui vont vouloir être vaccinés vont avoir reçu une première dose. Donc, c'est la date qu'on se donne. Tout le monde avec au moins une dose, tous ceux qui le veulent, d'ici la fête nationale. Ça ne veut pas dire que tout va être permis à partir de la fête nationale, mais quand même, il devrait y avoir une plus belle fête nationale que l'année passée, puis un été plus positif. Par contre, c'est important de le dire, là, puis je le répète, notre principale crainte, c'est dans les maisons. Bon, en déplaçant le couvre-feu à 9h30 le soir, ça veut dire que c'est un peu plus tentant d'aller faire des visites dans d'autres maisons. Faut pas faire ça. Il nous reste quelques semaines devant nous autres. Donc, c'est important de ne pas faire de visites dans les maisons. C'est toujours interdit d'ailleurs. Vous pouvez toujours recevoir des contraventions. Bon, l'autre chose qui est importante de dire, là, et puis poser la question beaucoup de fois, puis Christian aussi au cours des dernières heures, les 3 vaccins qui sont offerts, là, Pfizer, Moderna et AstraZeneca, sont tous les 3 efficaces et tous les 3 sécuritaires. Bon, je vois Paul Journet puis certains qui suggèrent que je me fasse vacciner. Je veux vous dire que quand ça va être mon tour, j'ai aucun problème au contraire, à recevoir n'importe lequel des 3 vaccins, incluant l'AstraZeneca. Évidemment, là, je suis un peu déchiré parce que oui, je voudrais bien donner l'exemple, mais en même temps, il y a beaucoup de monde qui voudrait se faire vacciner, donc je veux respecter puis attendre mon tour. Comme tout le monde, j'ai 63 ans, donc quand on va être rendu à ce groupe-là, je vais aller me faire vacciner. Et puis, je le répète, là, je pense qu'on est d'accord que les 3 ici, là, aucun problème à se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca. En terminant, je vous dirais, vous le voyez, là, puis c'est pas des peut-être, là, la vaccination. J'en parlais encore hier après-midi avec M. Trudeau. Les vaccins sont confirmés pour les prochaines semaines. On a quand même un délai relativement court pour vacciner. On s'est donné un échéancier qui est serré. Évidemment,
La prochaine étape aussi, c'est de travailler sur l'économie. Déjà, il y a beaucoup de Québécois qui ont retrouvé leur gagne-pain. Vous avez vu vendredi dernier, taux de chômage au Québec est passé de 8,8 à 6,4 je vous rappelle qu'en Ontario, ils sont toujours à 9,2 Donc, c'est bien parti, mais il ne faudrait pas casser cet élan-là à cause de quelques semaines qui restent où on doit être prudent. Donc, je demande à tous les Québécois de faire attention. La ligne d'arrivée s'en vient. On s'approche du but. Il faut s'accrocher. Il ne faut pas faire des petites exceptions, de dire « Oh, je ferais juste une petite exception ». Ce n'est pas une bonne idée. Il faut continuer de respecter toutes les consignes et donc je compte sur vous, tous les Québécois. Good evening, everyone. The situation remains stable in Quebec. Alors voilà, Sébastien, comme vous l'aviez raconté, couvre-feu qui est repoussé, Sébastien, à 21h30 dès demain soir. Oui, et ça, c'est plus rapidement que ce qu'on prévoyait initialement, en tout cas dans les discussions qu'on avait ce matin. M. Legault veut envoyer le signal, je présume, aux gens de Montréal qu'il les a entendus. Il y a eu une manifestation en fin de semaine. On a besoin d'un peu plus d'oxygène. Il commence à faire plus beau, il y a plus de clarté. Bref, le couvre-feu passe à 21h30 dès demain soir dans le Grand Montréal. Salle de spectacle également, Sébastien, et il y aura 3 zones, comme vous nous l'expliquez, jaunes qui vont surgir. Oui, et là, on y va par prudence. Ce sont des zones où le bilan sanitaire permet de passer au jaune. Puis là, on définit un peu mieux le jaune. Là. 2 familles vont pouvoir se réunir dans une même maison. Le sport aussi va être... 12 personnes vont pouvoir jouer au sport, si je comprends bien, au même sport ensemble en zone jaune. Et le couvre-feu est annulé dans ces régions qui passent au jaune. Très bien. Michel David, donc, c'était télégraphié. Une Premier ministre qui affiche une prudence, mais un optimisme aussi. Oui, mais je dirais que c'est la prudence qui domine dans ce que M. Legault a annoncé. Bon, le couvre-feu est allongé, c'est vrai, mais on craint les rassemblements et le couvre-feu, même à 9h30, va prévenir pas mal de rassemblements. Si vous voulez faire un party, il va falloir qu'ils finissent de bonne heure en maudit pour venir à la maison. Alors, de ce côté-là, disons qu'il garde quand même la vis assez serrée. Bon, les parties restent illégaux, hein? Oui, il était, mais avant les rassemblements étaient illégaux avant la pandémie, avant le couvre-feu, mais les gens en faisaient. Et le couvre-feu, je pense, ça fait beaucoup diminuer ça, surtout chez les jeunes. Moi, j'en ai des ados à la maison, puis j'ai très bien vu la différence. Et à 9h30, je pense que ça va quand même contenir, disons, les enthousiasmes excessifs pour les parties. Pour le reste, bon, c'est bien, très formidable, les salles de spectacle, mais bon, les restos, tout ça, ça reste fermé. Alors, on vous reparle. C'est une petite ouverture. On vous reparle après le point de presse à vous 3 tout de suite. Qui ont été administrées le 12 mars dernier. Donc, nos équipes sont vraiment en maîtrise de la vaccination. Puis je tiens à les remercier parce qu'il y a déjà beaucoup de monde sur le terrain. Parlant aussi de vaccination, je veux revenir sur les pharmaciens. Parce que les pharmaciens, comme vous le savez, ont déjà commencé à prendre des rendez-vous. Ça va très bien. Moi, j'ai vu quelques reportages, là, puis je pense que ça avance rondement. Je vous annonce maintenant que dès la semaine prochaine, c'est-à-dire que dès la semaine, du 29 mars, les pharmaciens de la grande région de Montréal, Laurentides, Lanaudière, Laval, Montérégie, vont aussi débuter la prise de rendez-vous, ça effectif pour la semaine du 5 avril. Donc, ce sont en fait près de 1000 pharmacies qui participeront à la vaccination seulement dans la grande région de Montréal. Alors, cette contribution-là va être accentuée dès la mi-avril parce qu'à la fin, comme je vous l'avais mentionné, c'est plus de 1500 d'entre elles, 1500 pharmacies qui vont être à l'œuvre sur l'ensemble du territoire québécois. Alors, vous pouvez imaginer que si la machine fonctionne bien déjà en ce moment, on n'a pas encore intégré le nombre de rendez-vous des pharmaciens. Alors, on se prépare vraiment à monter en puissance. Puis c'est pour ça que je tiens à remercier les pharmaciens et toutes les équipes qui travaillent beaucoup en ce moment
à rendre l'expérience la plus agréable possible là, dans tous nos centres de vaccination, incluant les pharmacies. Puis d'ici quelques jours, je vous reviendrai sur l'échéancier avec les entreprises parce qu'on avance aussi très bien là-dessus. Quelques mots pour compléter les propos du premier ministre sur AstraZeneca. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties dans les derniers jours. Puis j'en profite aussi pour remercier la belle collaboration que j'ai eue ce midi avec les gens de l'opposition qui m'avaient demandé de les rencontrer pour pouvoir échanger sur l'information qu'on avait. Et le docteur Arruda s'est rendu disponible avec M. Paré pour être disponible aux questions de l'opposition. Puis ça, je pense que c'est une belle preuve qu'on est ensemble, là, tous les députés dans la bataille. Puis je pense que ça a été un geste que j'ai beaucoup apprécié de la façon dont ça s'est fait ce midi. Je tenais à vous le souligner. Maintenant, sur la question il y a eu beaucoup de communiqués qui ont été faits de ce qui s'est passé en Europe. Puis, on le comprend, les pays européens ont opté pour un principe, je dirais, de précaution dans les derniers jours. Mais alors, puis ça, je pense que c'est important de le rappeler aux Québécois, alors que le principal point sur AstraZeneca, c'était vraiment que le lot en question circulait en Europe. Et nous, on sait que l'objet de ce lot-là, c'est pas un lot qui est venu au Canada. Donc, je pense que c'est important de préciser que, et même pas plus tard qu'aujourd'hui, puis je pense qu'avec le décalage horaire, je peux pas vous dire exactement à quelle heure, mais l'Agence européenne des médicaments a annoncé aujourd'hui qu'elle était formellement convaincue, là, j'utilise leurs mots, des avantages du vaccin AstraZeneca. Alors donc, moi, j'aimerais saluer encore une fois la santé publique du Québec, Santé Canada, mais aussi l'OMS qui ont rappelé que le vaccin est efficace et de qualité. Je pense que c'est important de le rappeler aux Québécois. Et on a dû un peu s'ajuster dans nos centres de vaccination parce que il est normal qu'avec tout ce qui avait été entendu puis véhiculé, que les Québécois posaient des questions. On a dû ajuster un peu nos temps d'attente dans les centres de vaccination parce qu'alors que l'inscription pouvait prendre des fois 5 minutes, 7 minutes, bien c'est normal, les gens posaient beaucoup de questions. Et on a dit à nos évaluateurs et à nos gens à l'accueil de prendre tout le temps de répondre aux questions des gens. Puis j'aimerais les remercier aussi. Je vais vous donner des faits, là. On a des statistiques depuis quelques jours, depuis qu'on a commencé à mettre le AstraZeneca dans nos grands centres de vaccination et pas juste dans nos soins à domicile. En fait, là, ça varie de 1 à 2 % seulement les gens qui ont refusé. Et lorsqu'ils refusent, on accepte ça. On renvoie les gens, puis ils reprendront un autre rendez-vous plus tard. Mais pour nous, il est important que c'est vraiment de dire que c'est marginal en ce moment. Puis au fur et à mesure que les autres nouvelles vont sortir, et je le rappelle, tous les vaccins qui sont approuvés par Santé Canada sont bons, peu importe lesquels. J'aimerais dire, puis ça c'est une question qui nous préoccupe un peu. Les bonnes nouvelles, c'est que quand les gens sont vaccinés, ils sont un petit peu trop joyeux. Puis je dis ça avec humour parce que c'est une très bonne nouvelle en ce moment d'être vacciné. Mais on le voit particulièrement dans les RPA, dans nos résidences pour personnes âgées. J'aimerais rappeler aux gens que la période d'immunisation prend souvent, surtout si on est un petit peu plus âgé, ça peut être 3 semaines, des fois ça peut être 4 semaines. Alors j'aimerais rappeler aux gens dans les RPA, entre autres, et à toutes les personnes qui ont plus que 65 ans, que quand vous avez été vacciné, vous avez encore au moins quelques semaines avant d'avoir le plein effet de votre protection. Et ça, c'est important de le rappeler, parce qu'on a raison d'être content, mais c'est difficile de se retenir, puis des fois de se coller après cette bonne nouvelle-là. Mais je tiens à le rappeler, parce que oui, c'est une bonne nouvelle. Tous les gens sont contents de se faire vacciner. On le voit dans nos centres, les gens sortent avec le sourire. Mais en même temps, il faut être capable de contrôler. Alors moi, je le dirais, on lâche pas. On a une pression énorme sur nos équipes pour respecter les délais que le premier ministre nous met d'être prêt pour la fête nationale. Alors, on va continuer de travailler. C'est pour ça que je tenais à remercier toutes nos équipes qui sont sur le terrain. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Nous allons amorcer la période des questions avec Tommy Chouinard de La Presse.
Oui, bonjour. D'abord, compte tenu du rythme que vous annoncez au sujet de la vaccination pour la première dose, est-ce qu'il serait approprié de revoir l'ordre de priorisation pour passer d'abord certains groupes, par exemple des personnes handicapées qui souffrent de différentes déficiences, compte tenu que vous semblez dire que là, le rythme va se faire peut-être plus rapidement là, qu'on l'anticipait? Peut-être que je vais commencer, puis je demanderai à Dr. Arruda. Effectivement, il y a des nouvelles qui vont être dans les prochaines heures où il y a certains ajustements qu'on a demandé à la santé publique, puis qui nous ont confirmé, entre autres, pour certaines personnes qui sont dans ce qu'on appelle les ressources intermédiaires, puis les ressources de type familial. Alors, c'est une question, là, je vous dirais, d'heures avant qu'on puisse vous donner la confirmation. Puis, il fallait juste s'assurer, avant de sortir, de confirmer ces bonnes nouvelles-là qu'on a obtenues de la santé publique, qu'on avait la vaccination en place pour être capable de faire ça. Mais oui, il va y avoir des ajustements. Au-delà de RIRTF, là? Ou... Pour le moment, on va aller là, puis on va voir comment se confirme la question des vaccins dans les prochaines semaines. OK, très bien. Maintenant, M. le Premier ministre, j'aimerais vous entendre sur le maintien du couvre-feu. Est-ce qu'on doit comprendre, que le couvre-feu ne va disparaître qu'à partir du moment où une région passe effectivement en zone jaune? C'est-à-dire que dans le Grand Montréal, ça se peut que ce soit long. Bien, écoutez, là, on revise, comme je vous disais, à chaque semaine, je dirais même à chaque jour, les mesures. On en discute. Là, on vous annonce aujourd'hui que même si certaines régions restent en zone rouge, qu'on modifie le couvre-feu pour passer de 8h à 9h30. On vous annonce aussi qu'en zone jaune, il n'y a plus de couvre-feu. Bon, qu'est-ce que ça sera dans une semaine, dans 2 semaines? On va voir l'évolution et les discussions qu'il y a avec la santé publique. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, M. le Premier ministre, M. Dubé, Dr. Arruda. Justement, sur la question du couvre-feu, est-ce que vous avez des données probantes là, qui démontrent que ça a eu un effet? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, du côté de la santé publique, peut-être, là, on comprend là, que vous avez misé beaucoup là-dessus en disant, bien, à un moment donné, on a mis un couvre-feu, puis les cas se sont mis à baisser, on a fait une relation avec ça. Mais est-ce que vous avez des données probantes qui démontrent que le couvre-feu a bel et bien eu un effet sur l'aplatissement de la vague? Bon, quand on parle de données probantes, d'études comparatives, là, de comparer une population à peu près de la même culture qui a eu un couvre-feu, d'autres qui n'en ont pas eu, là, on n'est pas dans ce modèle expérimental-là. Par contre, on peut par déduction, et en voyant aussi les enquêtes qui ont été faites avec les études Connect qui aident à faire les projections de M. Marc Brisson là, sur les comportements, on voit vraiment là, que l'arrivée du couvre-feu a diminué les contacts en moyenne, particulièrement les contacts en résidence. C'est pas le couvre-feu par lui-même qui fait la chose, c'est le fait que c'est plus compliqué avec un couvre-feu de se rassembler, un souper le soir, etc. Et c'est là qu'est notre démonstration. Et puis, quand on fait aussi, si vous me permettez, des sondages auprès de la population québécoise, c'est sûr que quand on a parlé du couvre-feu au début, même nous, on était surpris qu'on aille à cette mesure, on ne se le cachera pas. Mais la population a accepté assez bien le couvre-feu. Je tiens à vous le dire, dans les enquêtes, là, même quand on dit on veut le retirer, certaines personnes disent non, mais ça marche bien, pourquoi vous ne le gardez pas? Donc, je pense que c'est une mesure. Puis là, peut-être pour répondre aussi à la question antérieure, on n'est plus dans le même jaune, ni dans le même orange, ni dans le même rouge qu'on était antérieurement. Là. Je pense qu'il faut comprendre qu'actuellement, si on suit aux affaires du printemps, on n'est pas dans la même épidémiologie. Pourquoi? Parce que les variants. Et ça, c'est une nouvelle équation là, qui fait qu'on est obligé, à chaque mouvement qu'on fait d'assouplissement, d'être plus prudent, de mesurer puis de voir l'impact. Parce que si ça se met à flamber, là, ça monte. Et on ne veut pas revivre le film qu'on a vaincu ce printemps. On ne veut pas relever dans ce mauvais film-là. Et on est à la fin du marathon. C'est pour ça là, qu'on dit, on y va très progressivement. On est tous impatients. On est tous tannés. Tous. Moi, le premier. Mais mon devoir, c'est d'être prudent pour que, justement, on maintienne la courbe telle qu'elle est là.
Les requins vont finir par sortir de l'eau parce qu'ils vont devenir prédominants, mais on va avoir vacciné plus de monde, les impacts vont être moins grands. Vous avez dit tout à l'heure, M. Legault, que à terme, là, il va y avoir davantage, en fait, la majorité des cas vont être des cas de variants britanniques au Québec, là, d'ici un mois, je pense, vous avez dit. Dans les projections que vous avez reçues, quel est le risque qu'on tombe en troisième vague? Est-ce qu'on a été capable de cibler, à savoir si on peut tomber en troisième vague, comme ça se fait en Europe, entre autres en Italie, où eux sont en train de le revivre, alors qu'ils avaient eu vraiment un apaisement des cas. Là, c'est reparti à la hausse. Est-ce qu'on est dans ces risques-là, Dr Arruda? Quels sont les risques qu'on vous a donnés qu'on tombe en troisième vague à court ou moyen terme? Juste vous dire, là, avant effectivement, là, samedi, on a eu une présentation puis une discussion pendant 2 heures de temps avec les spécialistes qui ont fait des projections. Bon, d'abord, il n'y a pas une réponse unique à votre question. D'abord, il faut regarder les régions une par une. C'est pas la même chose d'une région à l'autre. Deuxièmement, il y a différents scénarios. Est-ce qu'il y a une forte adhésion ou une adhésion moyenne aux consignes? Ça donne des résultats. Donc, il n'y a pas juste une courbe de projection. Il y a beaucoup de courbes de projection. Donc, il n'y a pas une réponse unique. Mais c'est parfait, on va avoir un éventail de réponses. Non, je vais être rapide. Le premier ministre a fait une bonne analyse. C'est variable de la vitesse de propagation du variant, de notre capacité de le contrôler, et je vous dirais de l'adhésion aux consignes. Une adhésion forte nous donne un bon scénario. Une adhésion modérée, particulièrement dans la région métropolitaine, nous amène vers une troisième vague rapidement. Et qualifier l'adhésion à quoi en ce moment, là? Bien, l'adhésion, c'est tout ce qu'on vous laisse comme allègement. Là, si, actuellement, par exemple, on retarde le couvre-feu, mais que là, les gens se mettent à faire des soupers à 2, à 3 familles, on n'est pas dans une adhésion. On est en train d'abaisser l'adhésion. Si les jeunes se rassemblent en cachette, on n'est pas en train de respecter l'adhésion. L'adhésion, c'est jusqu'à quel point les gens respectent les consignes. Si les gens se voient, sont à distance de 2 mètres, si les gens, quand ils font du sport, ils le font adéquatement. Dans les zones jaunes, ça va être plus permissif. On y va comme ça. C'est ça l'adhésion. C'est peut-être déjà longue, mais je rajouterais une chose pour vous donner des faits. Dans la situation qu'on publie tous les jours dans notre sommaire où on montre le nombre de variants, je vous rappellerai que cette semaine, on est passé de 18 à 19 % des cas qui sont des variants. Puis ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que particulièrement à Montréal, ils ont été capables de contrôler des variants en proportion des cas positifs à la hauteur d'à peu près 20 %. Puis vous vous souvenez, quand vous comparez avec des endroits comme l'Italie, c'est quand ça devient exponentiel, les variants, c'est là qu'on a peut-être des chances de l'échapper ou, je ne veux pas le prononcer, mais d'une troisième vague. Si Montréal, entre autres, comme exemple, est capable de contrôler le nombre de variants aux alentours de 20 % comme ils font depuis plusieurs semaines, ça veut dire qu'on est capable de rentrer avec la vaccination puis de minimiser ces chances-là. Alors, Montréal, Laval, nos 2 principales régions, c'est là-dessus qu'ils travaillent beaucoup. On leur parle presque tous les jours pour s'assurer, et c'est cette statistique-là qu'on vous publie. Alors, tant qu'on va être capable d'avoir l'adhésion des gens, que les gens répondent au traçage, que les gens nous donnent l'information quand malheureusement ils ont été contaminés, si on est capable de garder ces variants-là à ces pourcentages-là, comme on a publié ce matin, je pense que ça va bien aller. Mais ça vous donne des faits plus précis. Claude du côté. Oui. Complexité des projections. Il y a aussi des projets. Des réponses courtes. Mais oui, hein, c'est ça. Ouais, non, mais c'est parce que c'est pas simple. Et il y a des projections pour le nombre de cas, il y a des projections pour le nombre d'hospitalisations, puis il y a des projections pour le nombre de décès. Puis ces projections-là dépendent où on est rendu dans la vaccination, dépendent aussi de l'âge moyen des gens qui ont des cas. Donc, juste pour vous dire, là, pour quelqu'un qui aimerait avoir un tableau qui résume tout, là, ça n'existe pas. Là. Ça prend un certain temps à faire le tour de tout ça. Très bien. Deuxième tour, Dr Arruda, ça va. Claude du côté, TVA Nouvelles.
Bonsoir à vous trois. Ma question est pour vous, M. Legault. M. Arruda, sentez-vous à l'aise de répondre également? On comprend que vous jetez un peu de lest aujourd'hui, que vous permettez certains assouplissements. Le bilan épidémiologique est somme toute favorable. Les variants semblent contrôlés à moins de 20 %. Donc, j'aimerais revenir sur le couvre-feu. Qu'est-ce qui justifie de le maintenir à ce stade-ci? Bien, les variants. Quand on regarde actuellement la présence des variants qui sont plus contagieux, surtout, en fait, même dans les régions qui actuellement sont oranges. Bien, vous avez vu dans les derniers jours aussi certaines inquiétudes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, certaines inquiétudes en Outaouais. Donc, même dans les zones oranges, c'est important pour nous de garder le couvre-feu à 21h30. Parfait. Ma seconde question concerne la vaccination. Vous l'avez dit, là, vous n'êtes pas dans les groupes d'âge prioritaires pour se faire vacciner en ce moment. Ceci étant dit, en ce qui a trait au vaccin AstraZeneca, le mal est fait, là. Il souffre d'un déficit de popularité. Il y a des gens qui ont des craintes. Est-ce que ce ne serait pas le temps, justement, là, que vous receviez le vaccin, même si vous êtes à 2 ans d'être un groupe prioritaire, pour montrer l'exemple? Qu'est-ce que ça va prendre? Parce que malgré les avis de la santé publique, il y a des gens qui ont des craintes face à ce vaccin. Bien, premièrement, Christian disait tantôt 1 ou 2 % seulement des Québécois jusqu'à présent qui refusent. Je veux voir aussi ce qui va se passer en Europe, là, parce que là, il semble y avoir comme une espèce de petite chicane entre la France et l'Allemagne versus le Royaume-Uni. On sait que l'AstraZeneca vient du Royaume-Uni. Christian disait qu'il y a quelques minutes, là, il y a d'autres nouvelles qui sont sorties. L'OMS continue d'appuyer le vaccin. Donc oui, il y a eu peut-être des doutes sur un lot en plus qu'on n'a pas reçu au Canada. On va voir comment c'est éclairci là, dans les prochaines heures. Mais comme moi je l'ai dit, là, moi je serais prêt demain matin à me faire vacciner avec l'AstraZeneca, mais je ne veux pas faire... Je dirais pas le nom de quelqu'un, mais un artiste, un excellent chanteur, là, je veux pas avoir l'air de ça. Peut-être, si j'ai le droit de rajouter quelque chose, le premier ministre est beaucoup plus jeune que moi. Mais moi, je suis pas un 65, mais je suis un 56. Alors, un 56, ça a le droit de se faire vacciner. Ça fait que je vous dis que je vais me faire vacciner à Montréal dans les prochains jours, quand on aura fini ici à l'Assemblée cette semaine. Et j'espère que je pourrai avoir un AstraZeneca. De façon publique, donc on va pouvoir vous filmer pour montrer... Bien, ça va me faire plaisir. Je ne veux pas en faire un spectacle, mais je vous annonce que j'en ai parlé avec le docteur Arruda. Moi, j'attendais de voir qu'on avait une assurance de vaccin pour tout le monde. Mais comme je vous dis, je suis un 56, mais pas un 65. Je trouve ça important de le préciser. Je n'ai pas encore eu mon 65, mais j'ai vu d'autres personnes qui ont profité de cette situation-là. C'est correct, c'est ça notre règle. C'est ceux qui sont nés en 56, qui est une très belle année en passant. Alors donc, j'ai pris mon rendez-vous puis je vais me faire vacciner à Montréal dans les prochains jours. Faciliter le travail des... Oui, Dr Arruda, allez-y. Moi, j'ai 60. Je vais attendre aussi comme tel, mais juste vous dire que mon conseiller médical, le Dr Richard Massé, que vous avez vu souvent en point de presse, je vais vous le dire, il a été vacciné avec l'AstraZeneca. Je veux juste que vous sachiez, là, nous, on pense qu'on se fait vacciner avec le vaccin qu'on nous offre, très honnêtement. Et je l'ai dit, moi, j'ai toujours dit que je ne recommanderais pas des choses que je ne recommanderais pas pour moi-même et ma famille. Mais il n'y aura pas de problème à recevoir de l'AstraZeneca. Et je demeure convaincu, je peux me tromper, mais je demeure convaincu que cette histoire d'AstraZeneca et cette très mauvaise presse, avec les données qui vont être analysées par les agences qui vont regarder les statistiques, qu'on va se rendre compte que c'était tout simplement un faux signal ou que ça ne se justifiait pas. Monsieur Dubé, est-ce que vous allez vous faire vacciner avec l'AstraZeneca? Est-ce que vous allez le demander? Écoutez, moi, je vous le dis, si je souhaite que je vais l'avoir, je fais attention parce que je voudrais pas partir le principe que je demande un vaccin en particulier. C'est exactement le contraire. Mais à ce que je comprends, c'est que les vaccins qui sont disponibles à l'endroit où j'ai réservé, au moment où j'ai réservé, il reste du AstraZeneca et je vais être très heureux de me faire vacciner avec un AstraZeneca.
Vous pouvez y aller avec votre deuxième question, Mme Valérie Gamache, Radio-Canada. Je suis désolée, je voulais juste avoir vraiment cette précision-là. Oui. Monsieur Legault, à une précédente conférence de presse, vous avez dit quand les 65 ans et plus vont être vaccinés, là, ça va être on va avoir du fun. Et éventuellement, on va même pouvoir s'inviter les uns chez les autres, avoir de la visite. Vous prévoyez ça pour la mi-avril. Est-ce à dire qu'on pourra avoir une fête des mères un peu plus normale que Pâques au Québec cette année? Bien, d'abord, comme Christian le disait tantôt, ça prend 3-4 semaines avant qu'il y ait le plein effet. Là. Ça donc, nous donne 3 ajouter semaines. 3-4 semaines. Ça tombe en plein dans les 15 avril, je ne sais pas quand ça tombe, la fête des mères, mais j'espère qu'on va pouvoir ouvrir un peu pour la fête des mères. Monsieur Arruda, est-ce que ça semble possible? Tout va dépendre de la situation épidémiologique. Je n'ose pas. Je sais que notre premier ministre a de beaux désirs. Moi aussi, j'ai des beaux désirs, mais on va être peut-être sage. On verra ce que ça veut dire. Ça ne sera sûrement pas des rassemblements de 4-5 résidences autour de maman, là. On verra. On verra. J'ose pas m'avancer parce que vraiment, là, actuellement, je suis en train de surveiller ce qui est en dessous de l'eau de façon importante. On y va progressivement. Mais je peux vous dire une chose. On est tout aussi pressé que vous que ça l'arrive. Mais on doit être prudent. Merci. Nous allons faire une entorse à notre règle pour permettre à Angela McKenzie de CTV de poser des questions de faciliter le travail des collègues de médias anglophones. Merci. Premier Legault, you spoke a lot about the increase in variants. You spoke about a concern of a third wave. Is it a good idea? Why is it a good idea to loosen restrictions in red zones? I'm thinking of curfew and these les consignes sanitaires. Je pense aux salles de concert. Si c'est tellement incertain. Réponse. Premièrement, nous sommes très prudents. Comme vous l'aurez remarqué, nous n'avons pas changé les zones rouges vers l'orange. Deuxièmement, les changements proposés, hormis le couvre-feu, ce n'est pas pour demain. J'estime que la situation est stable. Il nous faut néanmoins être prudents. Bien sûr, nous avons quelques semaines devant nous. Alors, si il y a des changements qui surviennent en lien avec la vaccination, il y a comme un plafond, savez-vous, en lien avec ce que nous pouvons prévoir. Donc, tenant compte de tous ces facteurs et après de nombreuses heures de discussion avec les autorités sanitaires, nous en sommes venus aux propositions que nous vous annonçons ce soir et nous nous estimons prudents. Docteur Arruda, pourriez-vous nous parler des données dont vous êtes servi pour annoncer les mesures d'aujourd'hui? Réponse. Écoutez, c'est en lien avec le nombre d'infections, ceux qui sont hospitalisés, combien de personnes meurent, la capacité de nos équipes d'en arriver à un traçage des cas. Le problème, c'est le haut degré de contagion des variants. En fait, c'est très important parce que c'est tout à fait clair. Nous allons avoir plus d'infections. La question, c'est de savoir si cela se passe plus tard, quand nous aurons plus de gens vaccinés et qui ne devront pas être hospitalisés. On ne veut pas revivre le mauvais film du printemps dernier. Patrick Belrose, du Journal de Québec. Bonjour à tous. Mais une question un petit peu dans le même sens, justement, savoir, pouvez-vous nous donner un petit peu les données que vous avez sur les hospitalisations possibles dans le cas d'une troisième vague, là, étant donné que les gens sont vaccinés? Est-ce qu'on comprend qu'une troisième vague... Est-ce que les chiffres de jeudi vont être donnés demain? Oui, les chiffres, mais je pourrais peut-être... En fait, on aura une mise à jour, c'est ce que le premier ministre vient de dire, mais je vous rappellerai un des graphiques que vous avez vu du docteur Brisson la semaine dernière, qui montrait que dans le cas, vous savez, il y avait deux types d'adhésion. Il y avait l'adhésion forte, puis il y avait l'adhésion moyenne, c'est-à-dire qu'il y a un certain relâchement. Du côté des hospitalisations, s'il y avait une adhésion moyenne des mesures, incluant la vaccination telle qu'on la connaît, on pouvait remonter au même nombre d'hospitalisations qu'on avait en janvier, c'est-à-dire à peu près 1500. Puis vous savez ce que
c'était quoi la situation. Donc, je vous dirais, est-ce qu'on appelle ça une troisième vague? Ben, moi, je pense que ça serait une situation assez critique. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, le focus est de vraiment s'assurer que nos variants ne nous amènent pas là pour pas qu'on se retrouve dans la situation d'hospitalisation malgré la vaccination. Mais pourtant, vous déconfinez quand même, vous assouplissez les mesures, même si on sait que les variants peuvent nous amener dans la même situation que janvier. Donc, j'essaie de comprendre. Mais on le fait, comme le docteur Arruda l'a bien expliqué, dans certaines régions, en gardant le couvre-feu, mais en améliorant les heures. Mais dans toutes ces situations-là, puis vous allez le voir avec les mesures que l'on va montrer, avec les simulations qu'on vous montre à toutes les semaines, vous allez voir qu'il y a un certain contrôle. On a cette marge de manœuvre-là, mais en limitant le nombre d'allègements. C'est le jeudi, c'est ça, on est déjà mardi. C'est jeudi qu'on va avoir cette mise à jour-là. Parfait. Juste une petite question pour M. Legault. On a l'impression, en vous écoutant aujourd'hui, que pour vous, dans le fond, la sortie de crise est imminente. Pour vous, ça semble certain que d'ici à l'été, il y a une sortie de crise. On ne reviendra pas un peu comme l'Italie revit présentement, un nouveau confinement ou une vague importante? Bien, il y a un risque dans les prochaines semaines. Si on est sérieux puis qu'on suit les consignes dans les prochaines semaines, effectivement, on peut être optimiste pour cet été, pour après le 24 juin. Mais il y a quelques semaines critiques là, où on n'a pas une majorité de la population, même pas une majorité des 65 ans et plus qui sont vaccinés au moment où on se parle aujourd'hui. Donc, il y a quelques semaines qui sont déterminantes, là, qui s'en viennent. Mais après ça, on peut être optimiste. Merci. Mylène Crête, Le Devoir. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, vous promettez la vaccination là, pour tous les Québécois qui le désirent d'une première dose au 24 juin. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous avancez à ce point-là? Bien, je vous dirais, c'est le nombre de personnes qu'on a, là, parce que je pense qu'avec, si on regarde les catégories de personnes de 65 ans et plus, il nous reste à peu près 350 000 personnes à vacciner pour arriver au pourcentage cible qu'on appelle, là, qui est de 75 %. Et c'est avec ce chiffre-là que le premier ministre, on est arrivé en disant que ça, on aurait ça au début d'avril. Après ça, si on regarde oui, voilà, 15 avril, merci François. Sur les autres populations, bien là, quand vous tombez aux 60 ans et quand vous tombez, il nous reste à peu près 4 millions de personnes à vacciner. Alors, avec les prévisions que Daniel Paré a en ce moment, comme il dit souvent, si la tendance se maintient puis qu'on a les livraisons promises par le fédéral, c'est tout ça qu'on a mis ensemble pour dire qu'on est capable d'avoir notre première dose pour tout le monde pour le 24 juin. Est-ce qu'on va avoir besoin de vacciner les enfants pour atteindre une immunité collective, c'est-à-dire un nombre suffisant de gens qui sont inoculés pour ne plus craindre la COVID-19? Il y a des études qui sont en cours actuellement pour justement développer un vaccin, soit ajuster les doses pour les enfants. Je vous dirais que ça va être à évaluer en termes de stratégie, parce que c'est sûr que les enfants, la majorité n'ont pas de complications sévères comme telles. Ça va dépendre des dynamiques de ce virus-là. Est-ce qu'il va revenir sous la même forme l'année d'après, l'année d'après? Là? Il y a beaucoup encore d'inconnus. Mais je pense que si on pense que les données nous démontrent que la vaccination des enfants permettrait d'obtenir une plus grande diminution de la transmission, je pense que ce serait quelque chose qui est à évaluer, effectivement. C'est Le Soleil. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce qui empêche une région comme le Bas-Saint-Laurent, qui semble avoir des chiffres comparables à la Gaspésie? Évidemment, il y a plus de monde, mais en proportion, des chiffres d'épidémiologie comparables, qu'est-ce qui les empêche d'aller en jaune? Il faut voir aussi l'expérience et les flux d'une région à une autre. Il n'y a pas seulement, si vous me permettez, puis il y a eu des fluctuations, il y a eu des cas récemment, il n'y a pas seulement la donnée du chiffre de couleur. Là. Je sais que des fois, on a des débats intenses entre nous parce que les gens regardent le chiffre et se disent « Hey, on est... » Puis d'ailleurs, je tiens juste à vous dire là, que les zones qui sont passées en orange, à cause du variant, il fallait qu'il soit plusieurs semaines dans le jaune avant de passer à l'orange. Donc, vous comprenez qu'on est dans une autre analyse actuellement par rapport au taux, parce que le variant, ce qu'il fait,
c'est que même si vous avez un petit taux, vous pouvez monter très rapidement. Regardez, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils étaient dans le vert. Pendant 3-4 jours, ils sont montés au chiffre de rouge. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de passer au rouge, mais c'est ça, le variant, ce qu'il fait. Et donc, on a actuellement abaissé, on a augmenté nos critères pour que les gens passent d'une couleur à une autre. On prend en considération les déplacements de population, puis on regarde les variants, le comportement des individus, le type d'éclosions qui sont en cours, la capacité de les contrôler, puis bien entendu, on a aussi une analyse qualitative qui est faite avec les directeurs de santé publique. Donc, si on avait, puis ça je l'ai toujours dit, c'est extraordinaire d'avoir des chiffres, mais si on les utilise seulement sans prendre les autres éléments de considération, on pourrait être en problème. Et ce débat-là, on l'a à l'interne. Je peux vous dire que notre premier ministre me confronte et nous confronte sur le fait comment ça se fait qu'à tel endroit, si je regarde tel territoire, etc., puis ça prend aussi une stabilité dans le temps, beaucoup plus longue que ce que c'était au printemps dernier, à cause que ce sont des variants dont le RT est à 1,4, c'est-à-dire qu'il y infecte beaucoup plus. Regardez ce qui se passe en Ontario. Monsieur Dubé, si je comprends bien, il faut falloir monter. Mesdames et messieurs, voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel de ce qui a été annoncé aujourd'hui. On va résumer les faits avant d'aller en analyse avec mes camarades. Sébastien Bovet, comme prévu, le couvre-feu qui est en zone rouge est repoussé. Ce qu'on a répété, c'est que pour éviter une troisième vague agressive au Québec, on doit maintenir l'essentiel des mesures de distanciation sanitaire, etc. Mais on jette du lest. Alors, couvre-feu qui est étendu, qui est repoussé à 9h30. On va ouvrir les salles de spectacle, Sébastien, et les lieux de culte, 25 personnes. Ça, c'est pour, par exemple, la grande région de Montréal. Oui, puis on se dit que le temps est plus beau, il fait plus chaud, les gens veulent sortir un peu plus, il faut leur donner un peu d'oxygène, tout en sachant qu'on n'est pas à l'abri d'une troisième vague. Il y a des projections qui disent que d'ici le mois d'avril, les variants pourraient prendre le dessus dans le nombre de cas au Québec. Donc, il faut rester prudent. Et le couvre-feu marche. Et non seulement il marche, mais il est accepté par les Québécois. C'est ce que Horacio Arruda nous dit aussi, d'où son maintien, notamment dans plusieurs régions du Québec. Zone orange, là aussi, on va ajouter, par exemple, pour les étudiants. Secondaire 3, 4 et 5, fini l'alternance à partir de lundi prochain. Ils seront à l'école à temps plein. On pense que la place, l'endroit où ils doivent être, c'est à l'école, beaucoup plus qu'une journée sur 2 à la maison. Bon. Et on crée des zones jaunes. 3 régions du Québec vont passer à zone jaune, c'est-à-dire plus de couvre-feu du tout et des rassemblements qui commencent à réémerger. De 2 bulles familiales à l'intérieur. Les sports aussi pourront être pratiqués avec plus de monde. Et le couvre-feu tombera, mais à partir du 26 mars. Donc, ces zones passent en jaune à partir du 26 mars à cause de leur bilan sanitaire positif. Très bien. Tour de table. On a beaucoup répété, Martine, je commence avec vous, que pour éviter une troisième vague, compte tenu que la vaccination progresse, il faut rester, je pense que c'est le message qu'on voulait envoyer, il faut rester discipliné pour un bon mois, là. Surtout pour Montréal, là, où on a lâché un peu de l'est parce que l'adhésion devenait un peu compliquée. Mais on sent qu'ils retiennent leur souffle au gouvernement, que la pression va être forte, que c'est la bataille des V, là. Qui va gagner en premier, les vaccins ou les variants? Et ça, on sent qu'ils n'avaient pas cette réponse-là. Et c'est dans ce sens-là qu'on invite les gens à garder, à respecter les consignes, mais on n'est pas encore sorti tiré d'affaire. C'est ce qu'on sent. Oui, Michel David. Oui, bien, on le voit, là, M. Legault et le Dr Arruda, ils prennent pour acquis que le variant va être la forme dominante le d'ici principal, oui. Exactement. Et qu'il va y avoir une augmentation des cas, mais que les personnes les plus âgées étant vaccinées vont être moins malades, il va y avoir moins de monde à l'hôpital. Alors, traditionnellement, jusqu'à présent, les cas augmentaient, puis peu de temps après, les hospitalisations augmentaient. Là, on voit ça différemment. Il va y avoir des cas qui vont augmenter, mais à cause de la vaccination, et ça va faire moins peser sur le système hospitalier. Alors, c'est un pari, c'est un équilibre de tout ça qui suppose
comme toujours, l'adhésion et donc des mesures qui, disons, des relâchements qui ne provoquent pas trop de tentation. Christian Dufour, vous avez 40 secondes. Vos observations. C'était très, très prudent. Je ne pense pas que ça va remonter beaucoup le moral des Québécois. L'adhésion n'est pas sûre et le maillon faible, de plus en plus, ça va être le couvre-feu. C'est très révélateur que les 3 premiers journalistes ont posé des questions. Pourquoi encore le couvre-feu? Est-ce que c'est pas en train de devenir permanent à Montréal? Quelles sont les preuves que c'est efficace? Rappelons que c'est juste au Québec qu'il y a un couvre-feu en Amérique du Nord, que janvier, février, c'est une chose, mais à partir de là, la belle saison arrive. Une mesure liberticide comme le couvre-feu, ça ne va pas de soi. Et je pense que de plus en plus, le gouvernement va être sur la défensive là-dessus, sans parler du fait qu'on a importé ça de France, mais les amendes ici sont de 1 550 $, 10 fois plus qu'en France quand on ne respecte pas le couvre-feu. Et d'ailleurs, Sébastien, mais on n'a pas le temps, on en reparlera au téléjournal, M. Arruda, qui lui-même a reconnu qu'il est étonné devant l'adhésion si grande du couvre-feu des Québécois. Merci beaucoup pour votre analyse. Mesdames et messieurs, on se retrouve et vous retrouvez vos téléjournaux après ceci.